la vieille API Search, SOAP, AdWords et AdSense. Donc c'était vraiment notre histoire API de Google était assez limitée. Et en fait, en 2 ans, et puis donc j'étais tout seul en tant qu'évangéliste focalisé sur les API. Il y avait Chris Dibona qui s'occupait de l'open source. Et en fait, en 2 ans, on a commencé à sortir de plus en plus d'API. Et en fait, aujourd'hui, il y en a 33. Vous verrez, j'ai une slide là-dedans où je fais un peu une liste des API. Et à chaque fois que je fais la présentation, je suis obligé de la mettre à jour. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie encore aujourd'hui. Donc Google commence à fournir en fait énormément de services pour les développeurs qui leur permettent en fait de tirer parti de toutes les applications qu'on fait et de tous les back-ends qui scalent bien, etc. Que Google sait faire. Donc pour parler de moi, je suis français, je suis parisien à la base. J'ai passé ma carrière à faire des allers-retours entre Paris et la Silicon Valley. Donc en fait j'étais chez Netscape il y a longtemps, en 97, dans l'équipe française. D'ailleurs, il y a Erwan ici, je ne sais pas où il est, qui était avec moi. Ensuite, je suis allé chez Netscape en Californie. Donc là, je m'occupais de My Netscape. C'est l'époque où RSS a été inventé par un gars de mon équipe, en fait, à l'époque. Et puis, ensuite, j'ai bougé chez Sun, dans la grosse alliance AOL, Netscape, etc. Je suis rentré à Paris chez Sun et j'ai télécommuté pendant 4 ans de mon appart à Paris. Et puis il y a 2 ans, je suis reparti en Californie avec Google. Je me considère, j'ai fait essentiellement dans ma carrière du middleware, c'est-à-dire vraiment de la plomberie logicielle, les applications qui se parlent entre elles. Je ne fais pas tellement d'interface homme-machine, d'ailleurs vous verrez ça. Mon langage principal c'est Java, mais je fais beaucoup de scripting les derniers temps. J'ai fait un peu d'open source, etc. Mon blog, wordpress.shenzon.com, je posterai... En fait, la présentation que j'ai fait là, je n'avais pas envie de faire de slides aujourd'hui. Je vais surtout vous montrer du code et des exemples. Le but, c'est de vous montrer un peu comment ça marche. J'ai un slide set de 150 slides avec tous les détails sur toutes les API que j'ai donné à Buenos Aires il y a 2 semaines, qui est posté sur mon blog. Donc, allez voir sur mon blog, vous pouvez télécharger les slides détaillés, quoi. Là, je vais surtout montrer des exemples. Et puis, Delicious, donc dans mes liens Delicious, en fait, je mets toutes les démos, des liens vers toutes les démos que je donne dans les talks. Donc là, j'ai créé un tag pour aujourd'hui et je le remplirai cet après-midi si j'ai le temps. Voilà. Donc au niveau de l'agenda, pas de slide, surtout du code. Je vais vous parler brièvement des API et des technos qu'on utilise, SOAP, REST et Ajax. Et puis ensuite, je vais parler de 6 des API principales, à mon avis. Donc Ajax Search et Maps, qui sont des API Ajax, qui vous permettent d'intégrer les services Search et Maps dans vos applis. Earth et KML, c'est une API vraiment super intéressante, on peut faire des trucs vraiment rigolos avec. Calendar API, et en fait, je parlerai de Google Data, qui est une API super importante chez Google. En fait, c'est l'API Atom, donc je parlerai un peu de comment ça marche. Et c'est une API standard, en fait, avec laquelle on va exposer de plus en plus de services Google. Quand c'est sorti, il n'y avait que Calendar qui était exposé. Maintenant, je crois qu'il y en a 7 ou 8. Donc, il y a Picasa, Spreadsheet. Tout ça, c'est exposé avec une API uniforme. Donc, quand vous êtes un client et que vous développez un client pour ces API, c'est toujours la même métaphore et les mêmes concepts qui sont utilisés, en fait. Je parlerai de checkout. En fait, mon rôle principal maintenant, c'est d'être évangéliste pour l'API checkout. Donc checkout, c'est pour l'e-commerce et c'est une des API les plus complexes de Google. Il y a l'intégration entre un shopping cart et le système de gestion des ordres de Google est assez complexe. Et puis je parlerai brièvement du Google Web Toolkit, mais Didier Girard, qui est là, donnera une session beaucoup plus détaillée cet après-midi. En plus, là, j'ai droit à encore 45 minutes, donc on va passer très très vite sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou quoi que ce soit pendant la session. Donc d'abord, pourquoi est-ce qu'on fait des API? La mission de Google, c'est Organize the World Information. World Information, il y en a vraiment beaucoup et on ne peut pas l'organiser tout seul. Donc les API
vous permettre de mettre vos données dans Google et de nous aider à organiser tout ça. Donc ma slide n'est pas à jour, on vient de sortir une nouvelle API ce matin qui s'appelle Google Gears. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, j'en parlerai brièvement à la fin. Donc maintenant il y en a 33. Quand je présente les API de Google, la question qu'on me pose à chaque fois c'est est-ce que Google est une plateforme? Les gens parlent de Google Operating System, Google Platform, etc. Alors en fait, moi je n'utilise pas la métaphore de plateforme. Ce qu'on appelle une plateforme d'habitude, c'est quelque chose, c'est un ensemble de systèmes, on vous donne tout et vous utilisez que ça. Et donc vous avez plein de machines clientes qui ont tous le même operating system avec une grosse stack de logiciels qui sont compliqués à maintenir et à installer sur ces îles de données et c'est très difficile de collaborer autour de ça. Et ce que les gens qui proposent des plateformes veulent, c'est que vous construisiez des structures assez hautes dessus de manière à être vraiment bloqué sur votre petite île de données. La métaphore qu'on utilise chez Google plutôt que plateforme, enfin qu'on utilise, en fait que moi j'utilise, je vois ça plutôt comme des ponts en fait. On crée des ponts spécialisés pour un problème. Donc par exemple, Ajax Search, c'est entre des search results et des utilisateurs. Maps, c'est entre une carte et des utilisateurs. Alors on a trois technologies qu'on utilise, Ajax, REST et SOAP. Et donc Google Data, c'est entre les données, un utilisateur et ses données, Checkout entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis on a les API SOAP, AdWords et AdSense. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué le pont là, c'est le pont d'Avignon en fait, il est cassé, il n'est pas fini au milieu. Et la raison pour laquelle j'utilise ça comme, pour présenter SOAP, c'est qu'en fait, on ne fait plus d'API SOAP. On a utilisé SOAP au début pour AdWords et AdSense parce qu'à l'époque, c'est ce qui semblait être la meilleure solution pour interopérer. Mais en fait, SOAP est vraiment super quand on fait du Java ou du .NET côté client. Donc là, les toolkits marchent vraiment très bien. Mais je ne sais pas parmi vous qui a essayé de faire du SOAP en PHP, Ruby, Perl. Là, les librairies sont beaucoup moins matures et les gens ont plein de problèmes pour interopérer avec nous. Donc, on a décidé maintenant de faire du REST, en fait. Et puis, Google Web Toolkit vous permet de construire vos propres ponts, en fait. Bon, alors, là, j'ai fait un pot pourri des slides les plus rigolotes que j'avais. Je crois que je vais sauter ça et je vais passer directement. On va commencer à parler de l'API Maps. Donc l'API Maps, voilà un exemple. Ça, c'est en fait, l'API Maps vous permet de prendre Google Maps et de le mettre dans votre site et de créer vos propres overlays, vos propres layers et de tout customiser. Alors ça, c'est un exemple. Je vais vous montrer le source. Donc j'ai fait rapidement là, avant la présentation aujourd'hui. Donc si on regarde le source, ah oui, donc là j'ai un place mark. Si je clique dessus, j'ai des détails. Dans les détails, je peux avoir du HTML. Je peux avoir des tabs. Et puis, je peux changer entre la vue map, satellite ou hybride, qui sont des contrôles standards de Maps, en fait. Voilà. Alors, ce qu'on voit là-dedans, ce qui est intéressant à voir, alors on va faire un view source. On va augmenter la police de caractères. Est-ce que vous arrivez à lire là? C'est bon? Ouais? Peut-être un peu plus gros? Ouais, allez. Si on ne voit rien. Donc pour utiliser Maps, c'est très simple. En fait, on utilise un script tag JavaScript. Donc là, j'intègre maps.google.com maps. Il y a une API key en fait, donc quand vous voulez utiliser Maps, il faut aller sur le site de Maps API et vous dites pour mon site web, je veux une clé pour l'API, il vous donne la clé et ensuite les maps se serviront bien sur votre site. Je crois qu'il y a une limite dans le volume de queries Maps que vous pouvez avoir sur un site, donc si vous comptez avoir une utilisation commerciale ou derrière un firewall de Maps, on a une licence spéciale pour les entreprises. Ça, si vous avez des questions là-dessus, demandez aux Googlers qui sont ici ou même envoyez-moi un mail. Je pourrais vous mettre en contact avec les gens qui font ça. Donc ici, ce que je fais, donc, je vérifie d'abord que le browser est OK pour Maps. Ensuite, je crée un contrôle map.
Et alors ici, document, ce que je lui passe, c'est un nœud DOM, c'est-à-dire j'ai créé une div qui s'appelle map GDD 2007 dans ma page. Est-ce que je peux aller? Ouais. Donc la div est ici. Et donc ici, quand je dis Node.jmap2, je lui dis va te dessiner dans cette div. Donc vous pouvez le positionner où vous voulez. Ensuite, je rajoute un contrôle sur mon Gmap2. Je lui dis je veux un large map control, je veux une grande carte. Le type, c'est les histoires de les petits trucs satellites hybrides, les petits boutons là. Donc vous pouvez les dégager si vous voulez. Le zoom, c'est pareil, vous pouvez contrôler à quel niveau de zoom vous vous trouvez. Ensuite, je centre la map. Alors ici, je l'ai centrée sur cet endroit-là. Je demande une map hybride, c'est-à-dire satellite plus carte. Et puis ici, j'ai une info window. Alors, je peux créer des tabs dans mon info window. Alors, j'ai un tab quoi, et dedans, j'ai du HTML en fait. Donc ça, c'est tout bête. Alors, pour les amateurs, en fait, vu que c'est un événement ici c'est un événement. En fait, dans le HTML, j'ai mis, je ne sais pas si vous regardez, là, j'ai utilisé, il y a un micro-format qui s'appelle VEvent et qui permet, en fait, si les gens ont un plugin Firefox qui repère les micro-formats, ils pourront rajouter ça dans leur calendar, par exemple. Bon, ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors ensuite, ce que je voulais démontrer ici, c'est la manière dont on peut customiser les icônes. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser les petits pinpoints là qu'il y a sur Map. Donc ici, je crée une icône, un G-icon. Alors, je lui donne une taille, l'endroit où elle doit se trouver, etc. Alors ça, c'est une classe, G-icon. Je crée une classe d'icône pour moi. Et ensuite, je vais, à partir de cette base icon, où j'ai spécifié un peu tous les détails barbants qui sont toujours pareils, je vais créer une nouvelle G-icon spécialisée, où là, je vais faire un overload de l'image. Donc là, j'ai mis, en fait, ce qu'il y avait de plus long dans ce mashup, c'était de dessiner, enfin de mettre ça dans Photoshop et de prendre l'image. Et puis, j'ai aussi créé une ombre. Donc, vous pouvez créer une ombre en PNG transparent, etc. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas fait transparent. Et puis, spécifier la taille de l'ombre. Et ça permet de mettre l'icône qu'on veut. Ensuite, je mets l'icône au centre de la carte. Et puis, ici, je rajoute un listener. Donc, comment on appelle ça sur le... quand je vais cliquer sur le marqueur, je peux enregistrer une fonction JavaScript qui va être appelée au moment où je vais cliquer. Et donc c'est là que vous pouvez mettre votre code à vous en fait, pour intercepter les événements et faire ce que vous voulez. Donc par exemple, mon listener pourrait commencer un drag and drop. Ici, mon listener, il ouvre juste le info window. Voilà, ensuite je rajoute un overlay. Donc ce qu'on appelle un overlay, c'est quelque chose qu'on rajoute sur la carte. Et on peut gérer ce qu'on appelle le Z-index, c'est-à-dire je peux avoir 10 overlays sur la carte et puis les mettre en dessous, en dessus, changer la transparence, etc. Et puis par défaut, j'ouvre l'info window. Voilà. Ben voilà en gros l'API Maps. Alors je vais vous montrer, le but de cette session, c'est un peu de vous montrer tout ce qui est possible et ce que les gens ont fait avec ça. Donc si vous regardez dans mes tags Delicious, j'ai un tag pour Maps. Et je classifie les Maps Applications en deux. Il y a un tag Cool, c'est les applis utiles ou rigolotes, et un tag Tech, où c'est des applis qui ne sont pas forcément utiles, mais qui démontrent un aspect technique de l'API que je n'ai pas vu ailleurs, en fait. Donc je vais aller assez rapidement sur quelques-unes d'entre elles. Alors voilà, celle-là, par exemple. Donc là, c'est des gens qui font un... En fait, ils ont uploadé des données GPS et ils ont une application qui dessine tout un parcours. En fait, ils prennent les données GPS et ils créent des polylines au-dessus de la carte pour montrer, là, par exemple, par où ils sont passés pour aller faire leur trip à Disneyland. Voilà. Alors, Polylive, ça, c'est un exemple que j'aime bien, mais il ne marche plus. Mais c'est un exemple où il y a du drag and drop. D'ailleurs, si vous faites un view source, je pense que le source y est encore, à mon avis, il a dû avoir un problème avec sa clé. Ou peut-être que justement, il y a trop de gens qui l'utilisent. Parce que j'ai donné ce talk en Argentine il y a 2 semaines, et donc j'ai mis ce lien, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont venus visiter son site.
Mais en gros, dans cet exemple, il dessine des petits points avec des lignes entre elles, et quand vous déplacez les points, les lignes se déplacent. Alors, celle-là, je l'adore. Ça, c'est un... Donc là, la carte n'a aucun intérêt, mais ce qu'il démontre ici, il a créé ses propres... on peut changer, dans l'API, on peut changer la projection. Donc là, il a fait une projection Mercator et une projection euclidienne. Donc là, l'idée, c'est que les points, en fait, sont dessinés par l'API en fonction de latitude et longitude. Et quand vous changez la projection, en fait, vous pouvez donner votre propre algorithme pour savoir comment les points vont être dessinés. Alors, il n'a pas fait le boulot complètement, il a mis une image bidon derrière. Normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est créer des tiles pour des layers, donc des images qui correspondent à la carte, mais projetées en Mercator ou en euclidien. Mais ça, vous pouvez le calculer offline avant, créer les tiles. Je n'ai pas vu encore quelqu'un qui ait fait ça, mais ça serait rigolo. J'aime bien cet exemple parce que j'ai vu personne tirer parti du fait de pouvoir changer de projection. Ah, ça, Flickr Vision, ça c'est assez marrant. C'est une application qui prend un feed de toutes les photos qui sont publiées. Est-ce qu'il marche de toutes les photos qui sont publiées sur Flickr et qui sont géolocalisées et qui en fait les fait apparaître sur la carte au fur et à mesure en temps réel. Bon, ça ressemble à l'image qu'il y a au-dessus là. Bon, ça rame un peu visiblement. Ça rame un peu. Ouais, on va peut-être switcher à une autre. Ah voilà, donc il y a une photo qui... Alors ça, c'est toujours une démo assez dangereuse parce que les gens posent des trucs en temps réel, on ne sait jamais ce qui va apparaître. Mais voilà, c'est ça l'idée, quoi. Au fur et à mesure que les photos apparaissent dans un feed, il prend les photos et puis il crée des place marks sur la carte en la faisant bouger. Je vais le killer parce que lui, il prend toute la mémoire. Alors ça, c'est vraiment un de mes mashups préférés parce que lui, il a fait vraiment un gros boulot de création de ses propres tiles, en fait. Donc le mont Grappa, c'est une montagne en Italie, dans les Alpes. Et alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément créé sa propre layer. Donc il a numérisé des cartes à une super résolution. Ensuite, il a créé des tiles, ce qu'on appelle des tiles, des dalles, pour chaque zoom level de la carte avec une résolution moindre. Donc là, vous voyez, quand je zoome, en fait, il rafraîchit des nouveaux tiles en fait, qu'il a créés. Donc il s'est créé un overlay avec ces tiles, avec une vraie carte. Il a créé des types donc, qui permettent de changer en fait, entre map, satellite, hybride, la carte et la carte en transparence. Donc la carte en transparence, ça permet de voir la carte de manière transparente au-dessus de la photo satellite. Alors il y a un autre mashup que j'avais vu où il avait mis un contrôleur qui permet de changer le niveau de transparence. Mais donc ça, c'est tout à fait faisable et c'est assez facile à faire, en fait. Mais ce que j'aime bien dans son exemple, c'est que ici, quand je clique sur le... Donc c'est des pics en Italie, dans cette région de montagne. Donc là, il me donne la météo pour le pic, etc. Mais si je faisais partie de son système, c'est aussi un wiki, donc je peux l'éditer. Alors là, il va me demander de me loguer. Je n'ai pas de login sur son système. Il faudrait que je lui en demande un parce que je l'utilise toujours en démo, celle-là. Donc je peux l'éditer, c'est un wiki, et puis rajouter mes informations là-dessus, donc ça devient la base d'une appli collaborative en fait. Celui-là, je l'aime bien parce que ça permet en fait... oula, 94, je vais vous montrer... donc c'est quelqu'un qui a récupéré, c'est John Coriat qui a fait ça, il est très présent dans le forum. Donc lui, il a récupéré tous les zip codes et leurs formes aux États-Unis, donc il y a une base de données qui contient ça. Et en fait, il a créé cette carte. Alors, je vais lui demander zip hybride. Ah oui, ça rame. Donc, en fait, il crée un overlay avec des polygones transparents au-dessus de la carte qui montrent les zip codes. Donc, et c'est pareil, il a fait comme l'autre, c'est-à-dire il a un mode où on voit que les zips, et puis un mode où je vois les zips avec la carte dessous. On va peut-être attendre qu'il se rafraîchisse, parce que là, il rame un peu son serveur. Voilà. Bon, maintenant que je vous ai présenté Map, je vais vous parler de Ajax Search. Donc, Search, c'est le search de Google. Et avec Ajax Search, en fait, ça vous permet d'intégrer un contrôle search dans vos applis. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est que les résultats du search viennent de manière structurée. Donc, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Donc, par exemple, si on regarde Local Search,
Ah oui, et puis ils ont un contrôle, parce que les gens avaient commencé à faire des mélanges Search et Maps en mélangeant les deux API, et en fait ils ont rajouté un contrôle map, donc ça fait partie de l'API. Donc là par exemple si je cherche, je sais pas, Mexican Restaurant à Mountain View, si je clique sur Search, donc quand je clique sur Search, il fait les résultats, il va chercher les résultats en parallèle, les 10 premiers résultats chez Google. Vous pouvez, dans l'API, vous pouvez enregistrer un listener pour quand les résultats arrivent, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et puis vous pouvez enregistrer un listener sur les boutons. Donc si je clique là-dessus, par exemple, vous pouvez très bien dire, dans ces cas-là, tu me prends la structure qui est revenue, et puis vous pouvez en faire ce que vous voulez dans votre appli. Et alors ça, un exemple de ça, c'est... attendez, je crois que j'ai... Voilà la phone list. Donc là, je cherche des Italian restaurants à Mountain View. Et pour montrer que les résultats sont structurés, en fait, j'ai mis un listener sur Add to Spreadsheet. Et donc là, en fait, il va me chercher le nom, l'adresse, le téléphone. Tout ça, c'est dans des champs JavaScript. Donc vous avez juste enregistré un listener sur ce Add button ici. Ensuite, vous récupérez les données structurées. Et puis derrière, vous pouvez imaginer de les renvoyer côté serveur avec un XML HTTP request. Donc voilà, Ajax Search, c'est très similaire à Map en fait. Ouais, très similaire à Map. Alors, on va voir si l'autre... Non, lui, il n'a toujours pas fini. Bon, mais c'est pas grave, ça marchera à un autre moment, je pense. On va killer cette fenêtre et je vais vous montrer un... Maintenant, je vais vous parler un peu de... donc, en fait, où et quand, c'est deux bonnes manières de structurer l'information. Alors, j'ai un thème Einstein là-dessus. Donc, l'idée, c'est comment vous faites la plomberie en fait, pour utiliser ces trucs-là. Donc, je vous ai montré pour le where, comment vous faites. Et maintenant, on va parler du when. Sur Maps, il y a 3 bouquins que je recommande. Je vous recommande surtout le Pragmatic Ajax. C'est un bouquin de Dion Almer, qui travaille chez Google d'ailleurs maintenant. Mais il n'était pas chez Google quand il l'a écrit. C'est un des gars qui fait le Ajaxian blog. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est un super blog sur toutes les nouvelles techniques Ajax. Et ce qui est sympa dans Pragmatic Ajax, c'est dans le premier chapitre, en fait, il explique comment faire Maps, mais à la main, par vous-même, en JavaScript, directement, sans utiliser de librairie. Il démonte un peu le mécanisme pour voir comment Maps marche. Voilà, sinon les autres... Voilà, alors Google Data. Donc je continue sur le thème de Einstein. En fait, l'idée, c'est qu'on avait énormément de services. Google avait énormément de services qu'on voulait exposer aux développeurs. Le problème, c'est que chaque API, enfin avec SOAP, on avait beaucoup de problèmes, et on voulait quelque chose qui soit assez uniforme pour les développeurs. Et donc, on a choisi un standard IETF qui s'appelle le Atom. Alors, il y a 2 standards, en fait. Il y a le Atom Syntax et Atom Publishing Protocol. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais je pense que vous en entendrez parler dans l'année à venir, parce que cette année, ça va être vraiment l'année d'Atom. Vous avez sans doute entendu parler d'RSS, et Atom, en fait, c'est un... Enfin, RSS a une longue histoire avec énormément de batailles plus ou moins stériles. Et il y a 3 ans ou 4 ans, il y a Sam Ruby d'IBM qui a demandé à tout un tas de techies de bonne volonté de se réunir ensemble et de faire un standard propre. Le problème de RSS, c'est que les specs qui existaient comme RSS 2.0 étaient vraiment pas propres à implémenter. Elles étaient mal spécifiées, etc. Donc Atom, c'est un peu une version propre de RSS faite par des gens très très bien à l'IETF avec un processus standard, et c'est un standard IETF. Bon, ça ne serait pas très intéressant tout seul, parce qu'en plus de la syntaxe, ils ont une autre spec qui s'appelle le Atom Publishing Protocol. Et alors là, l'idée, c'est... c'est un protocole de publishing, et l'idée, c'est d'utiliser une architecture REST. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de REST. REST, ça veut dire Representational State Transfer. C'est un terme qui a été créé par un Suisse qui s'appelle Roy Fielding. C'était sa thèse de PhD. D'ailleurs, je vous conseille de la lire, elle est super intéressante. Et c'est un style d'architecture, ce n'est pas une technologie, c'est vraiment un style d'architecture. Et Roy Fielding, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Tim Berners-Lee au W3C. C'est lui qui a fait je crois qu'il a travaillé sur la spec HTTP 1.1.
Et ce qu'il a fait dans sa thèse, c'était d'essayer de codifier en fait l'architecture du web, le style d'architecture du web et pourquoi est-ce que ça marche bien en fait. Donc ce genre d'architecture s'appelle REST et l'idée de REST, c'est d'avoir des URL pour chaque ressource et d'utiliser les verbes HTTP pour interagir avec ces ressources. Et les verbes HTTP, en gros, les plus utilisés, il y en a 4. C'est post, pour créer une ressource, je fais un post vers une URL, je vais créer une ressource sur le serveur. Si je fais un put sur une URL avec une payload, il va modifier l'URL, c'est un update. Si je fais un delete, il y a un verbe delete sur une URL, il va effacer la ressource qui se trouve de l'autre côté. Et si je fais un get, je récupère la ressource. Get, c'est la query. Donc là, en fait, avec ces 4 verbes, on a ce qu'on appelle en anglais les opérations CRUD, create, read, update, delete, qui sont dans bien des cas tout ce dont vous avez besoin en fait, pour interagir avec un service. Bon, il n'y a pas de join, etc. Mais ce n'est pas aussi sophistiqué que l'algèbre relationnelle, mais pour énormément de cas, ça suffit en fait, pour interagir avec un service. Et donc l'idée de Atom Publishing Protocol, c'est qu'on fait du REST avec des entrées atomes. Donc une entrée atome, c'est un titre, une URL, une description et un mode d'extension du XML qu'il y a dans l'entrée qui est assez bien défini en fait. Donc l'idée c'est de standardiser sur Atom comme enveloppe, comme format d'enveloppe au niveau de la description des données et de standardiser sur la Atom Publishing Protocol qui était au début utilisé pour les blogs mais qui a été vraiment spécifié de manière à être générique. Et en fait Google ont été les premiers à utiliser ça pour d'autres choses que pour des blogs. Et donc, le premier qu'on a sorti, c'était pour Calendar. Donc voilà, ça a été sorti l'an dernier. Donc, on utilise des verbes HTTP pour... voilà, alors ça, j'adore cette quote. Donc, Adam Bosworth, en fait, c'est un VP chez Google. Et quand il était chez Microsoft avant, et quand il était chez Microsoft, c'est son équipe qui a implémenté XML HTTP Request, qui a permis Ajax, en fait. Donc il est venu chez Google et c'est son équipe qui a fait Atom. Alors ça c'est la conclusion. Je vais passer à des exemples, de... Alors Google Data API, c'est oui pardon, c'est juste en fait c'est une API pour accéder, pour mettre des données dans plusieurs services Google. Donc il y a 8 services. Alors par exemple Calendar. Donc si je veux créer un programme qui crée des entrées dans mon calendar, et ben je vais pouvoir le faire en utilisant cette API, en faisant un post vers une URL calendar. Ouais, alors je crois que j'ai des démos là-dedans. En faisant un post dans une URL qui est fournie par le calendar service. Si jamais je veux faire un client de synchronisation, il va faire un get sur toutes mes entrées calendar, il va récupérer un feed Atom, il va le parser, et dedans, en fait, il y a des données dans un namespace Google, qui sont des extensions pour le calendar. Et donc, je vais pouvoir les parser, et puis voir ce qu'il y a dans mon calendar, et ensuite, éventuellement, envoyer des commandes au calendar en faisant des puts sur les entrées pour les modifier, si jamais mon client local a modifié ses entrées. Alors ça, c'est pour le calendar. Mais Spreadsheet a une API JData et donc je vais pouvoir utiliser les mêmes librairies. Je vais faire un get et je vais récupérer un feed avec dedans un titre, etc. Mais à l'intérieur de l'entrée, j'aurai une description des lignes et des colonnes et des cellules. Voilà. Donc c'est un peu un format d'enveloppe comme SOAP, mais qui est orienté REST. C'est-à-dire que chaque ressource a une URL. Et alors d'ailleurs, oui, j'avais emmené ça. Je vous conseille ce bouquin là qui est sorti. Moi, je crois qu'il est sorti le mois dernier. Je l'ai acheté à Java One il y a 2 semaines. Donc c'est Sam Ruby, le gars qui avait lancé la spec Atom de chez IBM, RESTful Web Services. En fait, là-dedans, il décrit comment concevoir des web services avec une philosophie REST. Et le bouquin est génial. Il décrit vraiment. Il répond aux questions que les gens se posent. Ah super, merci. Que les gens se posent quand ils créent ce genre d'API. Alors, le truc que je voulais vous montrer, c'est un mashup, en fait. Alors, je vais peut-être vous montrer d'abord un feed, en fait. Je vais aller dans mon calendrier, en fait.
Bon, allez, on va chercher Google Calendar. Je ne l'ai pas ouvert. Voilà. Donc je vais aller dans mon calendrier perso qui est public, où il y a une partie qui est publique. Voilà. Donc ici, j'ai mes différents calendars avec les anniversaires et les emplois du temps de mes enfants. Et donc je vais regarder ce calendar, par exemple. Voilà, calendar settings. Non, c'est share this calendar, je crois. Calendar settings. Ouais, ça doit être calendar settings, voilà, c'est ça. Voilà, donc dans les settings d'un calendar, ici j'ai calendar address, XML, ICAL, HTML et private address. Donc si je regarde copy link location, donc ce qui me fournit ici, c'est une URL. Voilà, donc c'est google.com/calendar/feeds/ mon nom d'utilisateur /public basic. Mais là, je vais demander public full. Donc je vais lui demander un feed. Ah bah oui, mais alors le problème c'est qu'il n'est pas public. Alors j'en avais un public. Voilà, c'est celui-là. Celui-là il est public. Calendar settings. Voilà, celui-là il est public. Et si je prends ça, copy link location, blablabla. Ah, pourquoi il me sort private? Et là, je veux full. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un feed. Donc ça, c'est de l'atome, feed, ID, catégorie, etc. Alors, il y a un truc qu'on repère ici dans catégorie scheme. Il me dit term equals event. Alors ça, c'est la manière dont Google étend la spec atome, en fait. Dans la catégorie d'un item, on spécifie le genre d'item qui va être là-dedans. Donc le genre, et c'est pour un parseur ça. Donc le genre, ça va être ici un event. Donc je vais avoir un feed qui est fait d'event. Si je vais sur l'API spreadsheet, il va me sortir un autre terme en disant ici le terme, ça va être spreadsheet. Et donc votre logiciel client qui est en train de parser ça, il va pouvoir dire ah bah tiens, va me chercher le parseur pour les spreadsheets. Donc tout le reste, c'est du standard Atom. Alors ici, on a OpenSearch. Donc OpenSearch, c'est une autre spec qui a été faite par un gars d'Amazon. En fait, qui permet de syndiquer en RSS des résultats de recherche. C'est DeWitt Clinton qui avait fait ce truc-là quand il était chez Amazon. Il est chez Google maintenant, d'ailleurs. Ensuite, on a donc une entrée, publish date, tout ça, c'est du standard. Et là, vous voyez, j'ai du GD de points, truc méchant. Et le GD, en fait, c'est un namespace que j'ai déclaré, mais là on ne voit pas tout, qui est déclaré en haut. Alors le event status, le when, avec un start time, le where, etc. Ça me permet, quand j'écris mon logiciel client, d'aller parser tout ça. Bon, et alors maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble, je vais vous montrer un mashup. Voilà, donc ça c'est un mashup. Je lui donne un calendar feed public. Je lui dis go. Et alors en fait, ce qu'il va faire, oh, il marche toujours, c'est génial. Ce qu'il va faire, c'est qu'il fetch le feed, il le récupère, il prend ce qu'il y a dans le champ where, donc qui est dans son namespace, where, etc. Il prend la string et ensuite il la passe à l'API il y a une API de géolocalisation en JavaScript dans l'API Maps. Donc il prend chaque entrée, il le passe au service de géolocalisation et si jamais le service de géolocalisation réussit à reconnaître une adresse dans cette entrée de calendar, il me donne une latitude, longitude et je peux ensuite dessiner le point sur la carte et puis mettre tous les détails. Et ces détails viennent du calendar en fait. Bon, et alors cet exemple est assez intéressant parce qu'en fait, je l'ai fait il y a un an. Et alors il y a un an pour faire ça, c'était un peu compliqué. En fait, j'étais obligé d'avoir un côté serveur. Parce que quand on fait une application JavaScript dans le browser, on n'a pas le droit de faire un XML HTTP request vers un autre hôte que celui d'où vient le code qui vient d'être téléchargé. Donc ça, c'est sur mon serveur perso. Si je veux faire un get sur le feed google.com, je ne peux pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un côté serveur
qui utilise, alors j'ai peut-être mis ça dans ma présentation, je suis un des co-auteurs d'un framework open source qui s'appelle ROM, qui permet de gérer des feeds en Java. Donc j'ai développé un module ROM pour Calendar, juste pour les trucs qui m'intéressaient. Donc j'ai fait un server-side en Java qui récupère le feed, qui le parse, qui récupère tous les modules et les namespaces, etc., qui fait un Java Bean. Ensuite, j'utilise un autre framework qui s'appelle DWR, qui permet d'exposer un objet Java côté serveur en JavaScript côté client. Donc c'est lui qui fait la sérialisation en JSON. Et ensuite, quand j'étais côté client, ben là, je peux itérer dans ma structure JavaScript, en fait, en prenant le where et en le passant à la géolocalisation. Et alors là, en fait, je l'ai refait il y a un mois. Donc ce que vous voyez là, c'est la nouvelle version. Complètement simplifiée. Il y a une nouvelle API de Google qui s'appelle le JSON Feed API. Et donc, ça résout exactement le problème que j'avais en créant ce mashup. D'ailleurs, je vais vous montrer le source. Donc, le JSON Feed API, ce que je fais, c'est... oups. Voilà. Donc, c'est pareil, j'ai un JavaScript JS API avec une clé, là. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai accès à des nouveaux objets comme l'objet feed, par exemple. Donc, je crée un feed, un objet feed avec l'URL que je veux fetcher. Et ensuite, c'est le feed API qui va... Donc, Google, les serveurs de Google vont fetcher mon feed de leur côté, ils vont le parser, ils vont le transformer en JavaScript. Et moi, tout ce que je récupère, c'est un objet JavaScript. Alors, le problème, c'est que le serveur Google qui récupère le feed, il ne sait pas forcément tous les namespaces Google propriétaires qu'il peut y avoir dedans. Et puis, il peut y avoir d'autres extensions qui viennent d'ailleurs. Donc, il donne la possibilité de récupérer le feed en JavaScript, mais aussi la version XML. Et ils ont un petit utilitaire qui s'appelle getElementByTagName namespace. C'est en gros, ça permet de faire du XPath à l'intérieur du... Oula, oui, bon, alors je vais accélérer. Bon, qui permet en gros, là, je récupère mon feed. Je le récupère sous forme à la fois XML et JavaScript. Et là, je récupère mes éléments dans le namespace Google et je vais lui demander l'élément when, where, et puis le deuxième attribut start time, end time et la valeur du where. Et ensuite, plus loin là-dedans, je le passe au géocodeur. Et alors, je passe chaque entrée au géocodeur et puis se pose un autre problème qui est je ne peux afficher la carte qu'une fois que tous les appels au géocodeur sont passés. Et alors, pour ceux d'entre vous qui ont développé en JavaScript, les appels asynchrones en JavaScript, on fait un appel, ça revient tout de suite et on lui passe un callback handler en fait. Le problème, c'est que je ne veux passer à la suite que quand j'ai récupéré mes 10 résultats là. Et alors pour faire ça, j'étais obligé de faire une bidouille qui est vraiment immonde, qui correspond en fait à faire un sémaphore manuel avec une variable globale et un compteur, et ensuite une loupe infinie qui tourne tant que le compteur n'est pas arrivé à 10. Alors vous pouvez regarder le source de ce truc-là, le wait for geocode. Alors ici c'est récursif et puis je tourne en faisant un wait à chaque fois. Donc ça c'est vraiment... si vous faites un view source sur la plupart des applications JavaScript, ils font tous des magouilles comme ça pour réussir à gérer l'asynchrone en fait. Et le truc qui a été annoncé ce matin, en fait, c'est un nouveau produit qui s'appelle Google Gears, qui contient trois fonctionnalités. En fait, c'est un plugin browser pour Firefox et IE6. Et qui contient essentiellement les deux fonctionnalités principales. La première, c'est la capacité de faire de l'offline. Et alors, donc ça permet en fait d'avoir une base de données structurée en local hein, où je peux stocker des données. Donc je peux créer un protocole de comment on appelle ça, de synchronisation avec mon appli. Et donc en JavaScript, je vais pouvoir synchroniser mon appli en local et puis stocker ça dans une base de données locale. Je peux aussi stocker les pages de l'appli en local de manière à ce que quand je suis déconnecté, ça marche. Mais surtout, moi, en tant que développeur, ce qui m'excite le plus dans ce qu'ils viennent de sortir, c'est qu'ils ont ajouté la notion de thread en JavaScript. Donc je peux lancer c'est l'équivalent de process. Donc je peux lancer alors, ils appellent ça process group. Je peux créer un process group. Ensuite, je crée des enfants pour ces process groups. Je leur passe tous mes
À chaque enfant, je lui passe la tâche à faire, et ensuite ils se causent entre eux avec des messages, un peu comme des process Unix. Et donc ça permet de faire... En fait, je vais refaire ce mashup cette semaine en utilisant cette nouvelle fonctionnalité pour les gens qui ont Gears. Un autre truc que je voulais vous montrer pour Google Gears, ils ont... la première appli Google qui est sortie avec Google Gears, c'est Google Reader. Donc c'est un lecteur de feed RSS. Donc voilà Google Reader. Moi, je dois avoir 357 feeds dans ma liste. Et donc là, je viens d'installer l'offline. Bon, je ne vais peut-être pas me déconnecter, mais en gros, si je me déconnecte, ça continue à marcher, quoi. Il download 2000 feeds qui me permet de voir rapidement. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Google Data. Maintenant, je vais vous parler de Checkout rapidement. Donc l'idée de Google Checkout, c'est de faire du... donc Checkout, c'est un checkout process. L'idée, c'était qu'il y a énormément de shopping carts qui sont abandonnés. Au moment où les gens arrivent au checkout, je crois qu'il y a 63% des shopping carts sont abandonnés quand ils ont le formulaire de 3 pages où on leur demande leur carte de crédit et tout ça. Et l'autre stat, je crois que c'était 30% des achats en fait commencent par un search. Et comme Google était bien positionné sur le search et sur le fait de faire des applis assez faciles à utiliser, donc Google Checkout en fait permet d'avoir un process de checkout très très facile à utiliser. Donc l'API de Checkout permet d'intégrer votre shopping cart software, enfin votre site marchand, avec Checkout. Alors c'est pas encore sorti en France, c'est sorti aux US et en UK, mais on travaille, et en Angleterre, et on travaille à essayer de le sortir dans plus de pays. Mais ça vaut le coup de regarder l'API aujourd'hui. Et en gros, l'API, ça permet de créer un shopping cart. Donc un shopping cart, c'est une structure XML. Donc ici, je vous donne un exemple. Ça, c'est les samples Java pour Checkout qu'on a. Donc là, je rajoute un item avec les taxes, le shipping. Je crée cette structure XML. Et ensuite, quand je clique sur Google Checkout, j'ai une servlet exception. Pas cool. Alors, je vais recommencer pour voir s'il marche encore. Donc, je rajoute un item. Cette appli Samples, elle permet en fait de construire et de jouer avec l'API. Voilà. Donc, en fait, l'appli permet, sur un vrai site, vous auriez le bouton et vous allez directement chez Google. Là, c'est vraiment pour les développeurs, pour leur montrer comment marche l'API. Donc, quand je fais un post du shopping cart, Google me renvoie une redirect URL et moi, je la renvoie à l'utilisateur. Si jamais l'utilisateur clique dessus, il va se retrouver là-dedans. Donc, il est emmené vers Checkout. Alors, on a une sandbox, c'est-à-dire un bac à sable. C'est une réplique de l'application réelle, mais dans un environnement où je ne paye pas à chaque fois que je teste. C'est pour faire mes tests. Donc là, il me demande alors, soit vous créez un compte, soit vous avez déjà un compte et vous faites juste un sign-in. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il me présente tout le shopping cart que j'avais demandé de l'autre côté. Éventuellement, il fait un callback. Pour les marchands, ça c'est une option. Les marchands peuvent avoir un callback où à ce niveau-là, quand on sait qui je suis, Google envoie toutes ces informations au marchand. Il a 3 secondes pour répondre, pour calculer le prix du shipping et des taxes en fonction de l'adresse où je me trouve. Et donc l'écran est rafraîchi en fonction de ça. Et puis moi, pour Checkout, vous voyez, je me log, je clique et c'est fini, quoi. Et ensuite, il y a une console qui permet de voir tous ces achats pour tous les marchands, quoi. Voilà. Donc l'API, pardon ? Ça, c'est des API de paiement, voilà, c'est ça. Et ça permet vraiment d'intégrer un site marchand de manière complète. Donc à chaque fois, en fait, les ordres côté Google suivent tout un cycle de vie. Donc d'abord, ils sont créés, ensuite c'est OK pour les charger, on fait une analyse de risque. Chaque fois que l'état change côté Google, on envoie des notifications aux marchands, donc c'est XML over HTTP. Donc les marchands ont une URL qui écoute ces notifications.
Il y a le Merchant l'API de calcul pour les marchands qui permet de faire ces calculs en temps réel. Et puis il y a ce qu'on appelle la gestion des ordres qui permet aux marchands d'envoyer des requêtes chez nous pour dire « Ah bah tiens, cet ordre, je l'ai shippé, il faut changer son état, etc. » Et donc il y a plein de samples dans tous les langages, pareil, pour intégrer ça. Donc c'est relativement faisable de s'intégrer. Alors elle n'est pas en français. En fait, le service pour les marchands, les acheteurs français peuvent l'utiliser sur des sites américains ou anglais, et pour les marchands, c'est seulement aux US et en Angleterre aujourd'hui. Pardon? Alors, comme d'habitude, je ne peux pas donner. Non, je ne peux pas donner de date, mais là, vu que c'est des développeurs, ben voilà, c'est ça. Il y a tout un tas d'aspects non techniques en fait à gérer pour s'installer dans un pays, et donc pour la France, c'est pas encore fait. Mais pour les développeurs, c'est intéressant parce que ça permet de regarder l'API avant que ça sorte ici. Et puis je sais pas, peut-être que certains d'entre vous font du consulting et travaillent avec des boîtes américaines ou anglaises. Et il y a beaucoup de marchands qui cherchent des consultants en fait pour intégrer Checkout. Donc ce que je voulais dire, c'est que il y a tout un tas de librairies clientes qu'on a faites et qu'on maintient dans tous les langages. Donc une grosse partie du boulot a été faite. Derrière, il faut l'intégrer dans les sites des marchands. Et on a un programme de bonus pour les développeurs qui aide les marchands à s'intégrer en fait. Oui. Alors c'est un peu, le système est un peu différent de PayPal. PayPal c'est une plateforme de paiement complète, etc. Google Checkout c'est vraiment un process du checkout. On a essayé d'optimiser le process. Alors les données bancaires, ce que je vous ai montré là quand je me log, il y a déjà mon adresse et ma carte de crédit qui sont chez Google effectivement. Je crois qu'on va pouvoir passer à des questions en fait. Je voulais juste vous montrer un dernier truc. Ça c'est une présentation assez rigolote. C'était pour montrer ce qu'on pouvait faire avec Google Earth. Donc Google Earth, il faut considérer ça comme un browser pour des données géographiques. Et le langage, c'est pas HTML, c'est un langage qui s'appelle KML. Et KML, en fait, permet de décrire des données géographiques. Et en fait, ça, c'est une présentation que j'ai faite à Oracle World en octobre. Donc, je m'étais créé un petit script, en fait, pour faire toute ma présentation dans Google Earth. Donc, dans Google Earth, vous pouvez importer des modèles 3D. Donc là, j'avais importé un modèle de slide avec une bulle en 3D et tout ça. Et ensuite, j'ai fait un petit script en Ruby, il faut que je le publie, qui permet de générer des slides. Alors là, toutes mes slides sont sur un cercle autour du monde, en fait. Alors, quand je vais sur... donc là, c'est ce cercle que vous voyez là. Alors, ma machine est un peu chargée, là. J'ai un peu... Ah, voilà, c'est là. Ouais, voilà. Donc je vais juste vous montrer le genre de trucs qu'on pouvait faire avec Google Earth. C'est pas seulement pour faire de la géographie, quoi. On peut faire des trucs beaucoup plus rigolos. Voilà. Voilà, donc en fait, chaque slide correspond à ce modèle 3D de la bulle. Donc c'est des fichiers qu'on appelle DAE. On peut les créer dans l'outil qui s'appelle SketchUp, Google SketchUp. Vous pouvez créer ces fichiers... Vous créez des formes 3D et vous faites un export en DAE. Les fichiers DAE, c'est des fichiers XML. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit script Ruby qui me génère un DAE par slide. Donc il change juste le fond. J'ai une texture qui correspond à ma slide PowerPoint exportée en JPEG. Et ensuite, j'ai un autre script qui génère un fichier KML qui positionne ces différentes slides où je veux dans le monde.